En charge, en vue postérieure, l'axe de la face postérieure du calcanéum doit être perpendiculaire par rapport au sol, ou encore confondu avec la verticale. L'arrière-pied ne présente donc physiologiquement ni valgus ni varus. L'axe géométrique de la face postérieure de la jambe est normalement légèrement oblique en bas et en dedans. Cette angulation est d'environ 5 à 7 degrés par rapport à la verticale. Ce profil interne nous montre une arche normalement cambrée. Cette cambrure doit être suffisamment marquée pour que l'on puisse y glisser quelque peu les doigts sans difficulté. On en profitera également pour apprécier par la palpation l'état de tension de l'aponévrose plantaire qui doit rester indolore à la pression des doigts. En vue de face, plusieurs repères sont intéressants à observer, pouvant dans une certaine mesure traduire un déséquilibre global du pied en supination ou en pronation. On recherchera visuellement l'axe du pied et l'axe géométrique du tibia. Sur un pied normal, comme on le constate ici, ces deux axes doivent se situer dans le prolongement l'un de l'autre, témoignant d'un équilibre calcanéen neutre, ni dévié en valgus, ni dévié en varus. Dans le cas d'un varus ou d'un valgus de l'arrière-pied, il intervient une cassure dans l'alignement de ces deux axes. Nous allons demander au sujet de volontairement porter son pied en varus. Là, il est un peu exagéré, laissons-le dans une limite raisonnable. On constate la cassure qui s'établit entre ces deux axes. Inversement pour le valgus. Et ceci est un bon repère morphologique en vue de face. On notera également sur cette vue antérieure une symétrie des deux malléoles internes et externes. Elles ne doivent pas être l'une plus saillante que l'autre. Au niveau de la malléole interne, une verticale abaissée de son sommet doit frôler les parties molles du bord interne du pied. En cas de valgus postérieur, cette malléole interne se trouve fortement déjetée en dedans et la verticale abaissée de son sommet s'éloigne très nettement du bord interne du pied. Par contre, face à la déviation inverse qu'est le varus, cette même malléole interne tente à s'effacer et la verticale abaissée de son sommet se rapproche très nettement du bord interne du pied. Donc tous ces éléments permettent d'acquérir ce que l'on pourrait appeler le coup d'œil morphologique et qui permet globalement d'apprécier la statique de ce pied. L'empreinte sur podoscope nous révèle les caractéristiques de l'empreinte physiologique. Le talon postérieur traduit l'appui du calcanéum. Il est de forme ovoïde et son grand axe antéro-postérieur est oblique en avant et un peu en dehors. Cet axe antéro-postérieur ainsi matérialisé, on le constate, se dirige vers la 4e ou la 5e tête métatarsienne. La bande externe d'appui matérialise le contact au sol du couple styloïdo-cuboïdien. Sa largeur normale varie du tiers à la moitié de la largeur du pied. C'est sur cette bande externe que s'observeront
les variations les plus significatives des troubles de l'assise plantaire. L'avant-pied traduit l'action pressante de chacune des 5 têtes métatarsiennes. La notion d'arche antérieure d'appui en charge n'est pas une réalité biomécanique. Les mesures effectuées sur podomètre électronique confirment bien que chaque tête métatarsienne est en appui au sol, déchargeant une fraction du poids du corps. L'existence d'une arche antérieure d'appui se révèle à terme toujours douloureuse parce que pathologique, comme en témoignent les hyperkératoses d'appui sous les 2 têtes extrêmes. Les orteils, bien qu'étant actifs essentiellement en dynamique, dans les conditions normales, ils laissent généralement apparaître l'empreinte de leur pulpe de façon plus ou moins marquée. Pour qui ne veut pas se compliquer la podologie, on pourrait dire qu'un pied ne peut, à partir de sa cambrure normale, que se creuser ou s'aplatir. Il est vrai que la pathologie courante tournera autour de ces 2 entités si l'on exclut les troubles d'origine variée tels que pieds-bots, pieds neurologiques, traumatiques ou ostéo-arthropathie destructrice diverses. Toutefois, à l'intérieur de ces 2 grandes familles de pieds creux et de pieds affaissés, il existe des variétés morphologiques qu'il est important de savoir distinguer, tant il est vrai que leur pronostic, leur évolution, leurs conséquences et leur traitement peuvent être différents. Il s'agit donc bien de différencier des entités cliniques apparemment semblables, mais cependant non identiques. Il faut donc parler des pieds plats et des pieds creux, le pluriel étant de mise dans chacune de ces 2 familles. Ils ont comme caractéristique commune une dénivellation supérieure à 2,5 cm environ, plus ou moins réductible, une certaine raideur articulaire et hypertonie musculaire. Les pieds creux sont classés selon la forme de leur empreinte en 3 degrés. Le premier degré est caractérisé par une diminution de largeur au niveau de sa bande externe d'appui. Le deuxième degré est caractérisé par une interruption dans la continuité de la bande externe. Enfin, le troisième degré se caractérise par une absence complète. En décharge, le profil est caractéristique d'un pied creux avec une dénivellation marquée entre l'avant-pied et l'arrière-pied. La mobilisation articulaire révèle un pied souple avec des amplitudes qui sont proches de la norme. Notamment, la dénivellation se trouve totalement réductible. Le jeu articulaire suffisamment souple permet en charge d'absorber la dénivellation et autorise l'appui du couple styloïdo-cuboïdien avec une bande externe d'une largeur normale. Ce pied n'est en fait que creux en décharge, mais normal en charge, et ne demande donc pas à être appareillé, sauf cas particulier. Il n'est que potentiellement creux. En décharge, profil interne, la dénivellation et le cavus sont très caractéristiques et ne laissent planer aucun doute. Cette dénivellation se mesure par la distance entre un plan rasant les têtes métatarsiennes et le plan de la face plantaire du talon.
Dans les pieds creux relativement marqués, il existe fréquemment une voussure dorsale, cassure qui siège au niveau de l'articulation cunéo-métatarsienne. Parfois, il y a carrément une exostose saillante qui peut entraîner des conflits avec la chaussure. Un Achille court est fréquemment rencontré sur ce morphotype. Genou verrouillé en extension, il n'y a pratiquement pas de flexion dorsale de la tibio-tarsienne. On constate également que la dénivellation n'est que très peu réductible. Genou fléchi, cette flexion dorsale de la tibio-tarsienne n'est toujours pas dans une limite physiologique, témoignant donc d'une limitation par une tension du tendon d'Achille. La mobilisation articulaire révèle le plus souvent des amplitudes à minima, témoignant d'une certaine raideur. Notez l'amplitude en supination, l'amplitude en pronation. Le débattement articulaire total est malgré tout quelque peu limité. En charge, la diminution de surface de l'empreinte est directement proportionnelle à la raideur articulaire. On distinguera classiquement 3 degrés de cavus basés sur la forme de l'empreinte. Empreinte caractéristique, pied creux 3e degré, la bande externe d'appui se trouvant totalement interrompue. Le valgus et le cavus peuvent parfaitement cohabiter pour offrir un aspect très trompeur de pied affaissé. Le valgus calcanéen est conséquent. La bande externe est totalement décollée. Ce décollement se prolonge même au niveau de la 5e tête métatarsienne. La bande externe est-elle décollée sous l'effet de la pronation? Certainement. L'est-elle par un cavus exagéré? On ne peut le dire pour l'instant. Réduisons le valgus. On constate que la bande externe, même si elle a tendance à s'élargir quelque peu, reste anormalement étroite, voire partiellement interrompue, signant la présence d'un pied creux du 1er degré. Le médiopied paraît affaissé par bascule en dedans de l'astragale et du scaphoïde. Les doigts ne passent que difficilement sous l'arche longitudinale interne. Le valgus étant réduit, on constate que cette arche interne redevient quelque peu exagérément cambrée. Malgré l'effacement apparent de la cambrure interne et malgré la saillie interne astragalo-scaphoïdienne, nous sommes pourtant bien devant un pied creux vrai qui ne reflète sa véritable identité qu'une fois le valgus réduit. A l'inverse, un varus calcanéen favorisera l'appui de la bande externe, minorant ainsi l'importance du degré de pied creux en charge. En décharge, ce morphotype présente une double dénivellation. Tout d'abord, une dénivellation antéro-postérieure, avant-pied par rapport à l'arrière-pied. Transversalement, une deuxième dénivellation de la première tête métatarsienne se situant dans un plan plus bas que le plan des autres têtes métatarsiennes.
Face à ces abaissements électifs du premier métatarsien, il convient de distinguer deux cas de figure. L'abaissement du premier métatarsien est réductible. Il pourra alors fuir la réaction du sol à la mise en charge pour permettre aux autres têtes de prendre à leur tour contact avec le plan d'appui. L'équilibre latéral du pied ne sera pas compromis. Si, au contraire, l'abaissement du premier métatarsien n'est pas réductible, la première tête ne pourra alors se mobiliser en extension au niveau de l'isfranc. Pour que les autres têtes puissent prendre appui à leur tour, il faut que le pied bascule en supination. Ce varus est compensateur, il ne devra donc pas être corrigé sous la peine de surcharger le premier rayon et de voir apparaître à terme une pathologie iatrogène à son niveau. À la marche, la première tête touche le sol en premier. Elle constitue l'appui dominant de l'avant-pied tout au long de la phase digitigrade et quittera le sol en dernier temps. Une pathologie de surcharge à son niveau est donc très fréquemment rencontrée. La verticalisation ne concerne plus seulement l'avant-pied, mais également l'arrière-pied. Le calcanéum participe à la constitution du cavus en augmentant sa pente, comme en témoigne un cliché radiologique en profil interne. En décharge, paradoxalement, la dénivellation peut apparaître relativement discrète et ne pas traduire le réel cavus que l'on observera en charge. On pourra noter malgré tout la présence d'une discrète saillie cunéo-métatarsienne dorsale, assez caractéristique des pieds creux en général. Les amplitudes articulaires testées à la mobilisation sont pratiquement toujours à minima et traduisent le manque de souplesse. Un Achille court est fréquemment associé sur ces pieds creux mixtes. Pliez le genou, madame. Vous voyez, flexion de genou ne permet pas de gagner une amplitude tibio-tarsienne en flexion dorsale suffisante. En charge, la bande externe est absente. Elle signe le cavus. Très caractéristique des pieds creux mixtes, l'empreinte talonnière est petite en surface, elle est circulaire et non plus ovoïde. La forme de cette empreinte talonnière est bien sûr en rapport avec une verticalisation exagérée du calcanéum comme nous l'avons vu sur le cliché radiologique. Les arches sont hyperconcaves, notamment l'arche externe où on note souvent un vide sous-cuboïdien important. Vous voyez que dans le cas présent, on peut y faire glisser un stylo sans difficulté. L'arche interne laisse apparaître son hypercambrure. Le profil permettra également de mettre en évidence un vide antécalcanéen très marqué et marqué d'une façon brutale, caractéristique également du pied creux mixte. Ce vide antécalcanéen est le reflet de la verticalisation exagérée du calcanéum. Le tendon d'Achille apparaît fréquemment tendu et saillant. Nous l'avons dit, sur ces pieds creux mixtes, l'Achille est souvent trop court. Ce sont des Achilles à problème du type tendinite à répétition chez les sportifs. Notre patiente, dans le cas présent, a d'ailleurs subi, on le voit ici, un allongement de son tendon d'Achille. Il existe souvent
Un calcanéum saillant en haut et en arrière, type maladie de Haglund, par renversement en arrière du bord supérieur de l'os. Contrairement à une idée trop répandue, la classique BRC n'a jamais guéri un pied creux. Elle n'a d'intérêt que pour augmenter la surface portante de ce pied afin de prévenir ou de traiter les métatarsalgies par surcharge fonctionnelle fréquentes sur ce morphotype. Appareiller un pied creux, c'est en fait traiter sa symptomatologie à l'origine du motif de consultation. L'orthèse plantaire ne traite pas le pied creux en tant que tel, elle s'adresse à ses conséquences. Dès lors, c'est un vaste chapitre de la pathologie mécanique douloureuse du pied qu'il faut passer en revue. Examinons rapidement les troubles les plus fréquemment rencontrés et leurs solutions orthétiques. Les métatarsalgies, fonction de la localisation des hyperkératoses réactionnelles, seront traitées par des éléments rétrocapitaux ou des éléments sous-capitaux, selon que l'on souhaite une décharge globale ou élective. Les plantalgies internes vont du simple tiraillement douloureux du fascia plantaire, indication d'une hémicoupole interne souple, au syndrome de l'épine calcanéenne, indication de l'élément arciforme de décharge. En cas de valgus ou de varus, un coin supinateur ou pronateur réaxera le calcanéum. Attention toutefois au varus de compensation d'un abaissement électif irréductible du premier métatarsien. Dans ce cas, le pied sera simplement calé en externe par une butée sous-cuboïdienne. Une hémicoupole antériorisée soulagera l'appui de la première tête métatarsienne. L'absence de bande externe d'appui se trouve fréquemment à l'origine d'une instabilité varisante de la tibiotarsienne avec entorse à répétition. C'est alors l'indication de la butée sous-cuboïdienne. Un Achille court, fréquent sur ce morphotype, favorisera les tendinopathies d'Achille. Il faut donc détendre le tendon et amortir l'appui. C'est l'indication d'une talonnette en matériau souple. Faut-il appareiller préventivement le pied creux? Tout dépend en fait de sa réductibilité en charge. S'il est totalement réductible et indolore, l'appareillage ne s'impose pas. Certains pieds creux souples restent muets toute leur vie durant. On attendra l'apparition des troubles pour intervenir. S'il est fixé et enraidi, on peut préventivement utiliser une barre rétrocapitale en matériaux souples. Mieux encore, l'élément médioplantaire de compensation, toujours en matériaux souples. Une semelle thermoformée peut également fournir une excellente orthèse de répartition de charge. Cette prévention sera conseillée en fonction de l'importance du cavus, de l'enraidissement et du contexte. En décharge, l'aspect est celui d'un pied normal avec dénivellation physiologique. Le primum movens est un valgus postural du calcanéum. Cette pronation de l'arrière-pied entraîne secondairement un effacement de la cambrure plantaire, en règle générale modéré. La vue de face révèle la cassure
tibia, axe du pied. La malléole interne est plus saillante et son sommet se projette plus en dedans. Entité clinique tout à fait à part, le pied valgus est un faux pied plat dans la mesure où l'effacement de la cambrure plantaire n'est que postural. Une fois le valgus réduit, l'arche interne retrouve sa concavité normale. C'est également un faux pied creux au niveau de son empreinte. En effet, c'est la bascule en pronation du pied qui décolle l'appui styloïdo-cuboïdien et non pas un cavus exagéré. C'est un piège diagnostique classique. Ce pied valgus est encore trop souvent confondu avec un pied creux. Pourtant, il suffit de réduire le valgus pour voir réapparaître une empreinte normale et lever ainsi le doute. Chez l'enfant, l'élément de base de l'orthèse plantaire sera le coin supinateur postérieur de stimulation. Coin supinateur à faible portée mécanique, réduisant le valgus, responsable des déséquilibres. On adjoindra souvent un élément sous-capital de la première tête métatarsienne. Chez l'enfant, on évitera l'hémicoupole interne. Chez l'adulte, on utilisera un coin supinateur postérieur traditionnel à plus large portée mécanique. On peut y ajouter éventuellement un élément sous-capital de la première tête métatarsienne. L'hémicoupole interne en matériaux souples peut être indiqué comme élément de confort ou en cas de plantalgie. En décharge, la dénivellation de ce pied est très peu marquée, voire quasiment inexistante. Il existe à la mobilisation un certain degré d'hyperlaxité articulaire. Avec fréquemment une hypermobilité du premier rayon en flexion-extension. En charge, le valgus est important. La chute du médiopied est induite par la pronation calcanéenne associée à l'hyperlaxité articulaire et à une certaine hypotonicité. L'empreinte est très nettement élargie. Le pied plat ne fait pas de doute. La réduction du valgus postérieur, générateur du planus, suffit pour faire disparaître les signes cliniques. Le pied retrouve une assise et une empreinte normale. Cette forme de pied se rencontre surtout chez l'enfant, chez lequel les troubles sont encore réversibles. Non orthésé, il peut toutefois secondairement se fixer à l'âge adulte. La caractéristique de ce morphotype réside dans la réductibilité totale des troubles. C'est un pied qui est d'abord valgus avant d'être plat. Cette remarque est fondamentale et explique sa dénomination précise qui le définit presque complètement. Dans l'ordre, il s'agit d'un pied valgus postural plat. La correction se fera par coin supinateur postérieur, utilement complété par un élément sous-capital de la première tête métatarsienne.
L'hémicoupole interne trouve sa justification face à des plantalgies. Elle sera réalisée en matériaux souples. En décharge, la dénivellation est peu ou pas marquée. Il existe toutefois une discrète ébauche de cambrure interne. Le mouvement en éversion trouve toute son amplitude dans l'articulation de Chopard interne, où l'on constate une véritable déstabilisation du médio-pied. On trouve une projection et une saillie astragalo-scaphoïdienne interne. L'arche interne est affaissée, mais reste malgré tout suspendue au-dessus du sol. Le bord interne du pied apparaît convexe. Son bord externe concave. La pronation du pied décolle l'appui styloïdo-cuboïdien et simule l'empreinte d'un faux pied creux. La réduction du valgus médotarsien permet de faire réapparaître quelque peu la bande externe d'appui. En vue postérieure, on notera un valgus calcanéen mineur, bien que la saillie interne du médio-pied donne une impression contraire. Il faut pour s'en convaincre masquer cette région pour ne laisser paraître que le seul axe de la face postérieure du calcanéum. En fait, cette forme aussi typique est rare. Le valgus est souvent un peu plus marqué. On parlera alors de médio-arrière-pied valgus. En fait, l'origine de ce morphotype est souvent sous-jacente à un trouble rotationnel du membre inférieur. Hyperantéversion fémorale, genou varum, hypotorsion tibiale externe. Et le médio-pied, contraint et obligé, s'adapte à cette anomalie architecturale située au-dessus de lui. Il faut essentiellement soutenir ce médio-pied et contenir sa bascule interne. On utilisera une hémicoupole en matériaux fermes, mousse à haute densité, éventuellement liège aggloméré. Si l'arrière-pied est d'aplomb, son action sera contrebalancée par une butée sous-cuboïdienne externe. Le coin supinateur postérieur sera indiqué en fonction du degré éventuel de valgus. La semelle monobloc peut également trouver son indication en tant que semelle de soutien. Pour le différencier du précédent, on pourrait dire que le pied valgus postural est à latitude scoliotique ce que le pied plat valgus structural est à la scoliose. En décharge, il est déjà plat. La dénivellation entre l'avant-pied et l'arrière-pied est très faible, voire inexistante. En charge, son aspect est typique. La coupole plantaire est effondrée et non plus effacée. La malléole interne est saillante. L'externe paraît plus effacée. On note également la chute du couple astragalo-scaphoïdien qui fait saillie en dedans. En vue postérieure, on retrouvera naturellement la chute du médio-pied et la saillie de Chopard interne. On notera l'équilibre du calcanéum par rapport au sol. En règle générale, dans ces pieds plats de type structural, le valgus calcanéen est peu marqué, voire absent, comme c'est ici le cas.
Ce n'est donc pas le valgus qui est responsable de l'effondrement du pied, mais bien l'architecture même de ce pied qui est déjà plane. Tout au plus, la pronation calcanéenne, si elle existe, peut-elle constituer un facteur aggravant. L'empreinte est caractéristique par l'élargissement marqué de la bande externe d'appui. Sur le pied droit, nous avons un affaissement au premier degré. Il persiste encore une ébauche d'isthme interne. À gauche, on pourra constater que le bord interne de l'empreinte est pratiquement rectiligne. L'isthme interne a complètement disparu. Les doigts ne peuvent passer sous la coupole plantaire, témoignant de son affaissement total. On a l'habitude de classer ces pieds plats, selon la forme de leur empreinte, en 3 degrés d'effondrement. Au premier degré, la bande externe est notablement élargie, mais il persiste une ébauche d'isthme interne. Dans le pied plat du deuxième degré, l'élargissement de la bande externe est tel qu'il va jusqu'à gommer totalement l'arche interne. Le bord interne de l'empreinte est pratiquement rectiligne. Dans le pied plat du troisième degré, le bord interne de l'empreinte devient franchement convexe en dedans. Cette convexité interne témoigne de la chute du scaphoïde au sol. Après de longues années d'évolution, ces troubles sont totalement fixés et s'accompagnent souvent d'arthrose douloureuse du médio-pied. Arthrose d'autant plus probable que le pied est appareillé trop tardivement. C'est aussi tout un cortège de douleurs diverses, tendinopathie du jambier postérieur principalement, contractures, tiraillements musculo-ligamentaires, etc., limitant l'activité statodynamique du sujet, mais répondant bien au traitement par une semelle de soutien et d'assistance. C'est une semelle de calage, de soutien et d'assistance. Il faut une hémicoupole en matériaux fermes, coin supinateur selon le degré de valgus et la souplesse du pied. La semelle monobloc, traditionnelle ou thermoformée, est une indication parfaite lorsque le chaussage est suffisamment logeable. Cette étiquette rouge fluo estampillée de notre cachet vous garantit qu'il s'agit d'une copie légale autorisée par l'ANAPS. Cette étiquette doit figurer sur le boîtier de protection, en bas à droite, mais également sur la cassette elle-même. L'absence de cette étiquette, ou une simple photocopie, ou toute autre forme est illicite et signe une copie pirate qui sera de moins bonne qualité. Si tel était le cas, cette cassette vous sera échangée par l'ANAPS. Merci de nous la retourner.